Neurasthénie, neurone, niais... Ah, niche. Petite cabane qui sert d'abri à un chien. Ah bah oui, mais non, mais c'est là le problème. Personne n'a dit aux députés LR que niche et niche parlementaire, c'est pas du tout la même chose. Non, parce que maintenant, ils sont devenus les toutous du RN. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 22 janvier et il est désormais officiel que les Républicains ont fini de fusionner avec l'extrême droite. Il suffit de regarder le contenu de leur niche parlementaire du jour. Alors vous savez, c'est cette journée où un groupe politique dicte l'agenda parlementaire. Concrètement, il sélectionne des projets de loi qui lui semblent prioritaires et ces derniers sont débattus puis votés dans la foulée. C'est un moment évidemment assez stratégique politiquement puisque ça peut déboucher sur des victoires assez symboliques. Et puis c'est assez représentatif aussi des lignes politiques des partis. Bref, ça en dit long. Alors concernant les Républicains, on ne tombe pas vraiment des nues. On ne cesse de répéter ici que le parti de Bruno Retailleau est un simili-RN, la popularité en moins, une contrefaçon néanmoins de bonne facture qui, du près jusqu'aux plus grands experts, c'est vrai qu'il y a de quoi s'y méprendre. Alors la première résolution porte sur l'inscription des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Un bon petit shoot de démagogie pour commencer. On sort évidemment l'épouvantail tendance du moment. C'est le retour en filigrane de ce rapport très controversé commandé par Bruno Retailleau sur les frères musulmans et dont les conclusions ont été largement critiquées. C'est ce que le député insoumis Arnaud Le Gall a rappelé aujourd'hui à la tribune. Le récent rapport Frères musulmans et islamisme politique en France reconnaît lui-même que le mouvement des frères musulmans est groupusculaire et inorganisé. Mais comme son commanditaire Bruno Retailleau avait l'obsession du contraire, il a tordu le rapport pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Engagé dans cette compétition glauque à la radicalisation, Laurent Wauquiez a lui échafaudé une commission d'enquête qui a fini pour vous en pantalonnade. Et comme cela ne vous suffit pas, vous nous soumettez aujourd'hui cette proposition de résolution. Mais la lutte contre le terrorisme est une affaire sérieuse. Elle nécessite notamment discernement, criblage et suivi précis. Je cite là Laurent Nunez qui récemment au Sénat se disait défavorable à votre proposition puisque, a-t-il dit, nous ne sommes pas dans le cas d'un mouvement terroriste. Mais peut-être, au stade où vous en êtes, me direz-vous que le ministre de l'Intérieur est un agent des frères musulmans. Ce texte, le premier à être examiné de la journée donc, a provoqué de vives tensions dans l'hémicycle et c'est le député d'extrême droite Jacobelli qui a déclenché les hostilités en défendant la proposition de loi LR sur les frères musulmans. Logique jusque-là, puisqu'il aurait pu proposer la même au RN, mais surtout en l'utilisant comme prétexte pour attaquer frontalement LFI sur des motifs absolument fallacieux et insultants. On écoute le député RN. Merci Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord remercier mes collègues des groupes RN et UDR d'être aujourd'hui là pour défendre la République. Car je vois que les bancs du centre sont anormalement vides. Comme quoi, si centre et courage commencent bien par la même lettre, ça s'arrête effectivement là. Oui, il faut combattre contre les frères islamistes qui sont en face de nous, la LFI. Les avocats du Hamas, les avocats de l'Algérie, les avocats de l'Iran sont aujourd'hui, c'est clair, les avocats des frères musulmans. Tout ce qui sape la République, tout ce qui sape la laïcité, tout ce qui sape nos valeurs ont des avocats ici. Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Les frères musulmans... Si les frères musulmans veulent faire des femmes des fantômes et les servantes des hommes, si vous voulez aussi invisibiliser les femmes, votez les filles. Vous êtes, mesdames et messieurs, les suppôts de tout ce qui se fait de pire en termes d'islamisme, en termes de radicalité, en termes de partis de l'étranger. Nous résisterons car nous aimons la République, nous aimons les Français et nous aimons la France. Alors vous noterez que le président de séance, Sébastien Chenu du RN, n'intervient pas et se contente d'un petit sourire pour gratifier son collègue. Évidemment, en face, une telle séquence a provoqué l'ire des Insoumis. Mathilde Panot, la présidente de groupe, ou encore le député du Finistère, Pierre-Yves Cadalen, ont pris la parole. On écoute ce dernier. Étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre
de l'égalité humaine et vise à conduire auprès des personnes qui partagent mon orientation sexuelle à la violence. Honte à vous! Excusez-vous! Merci, monsieur le député. On sort un petit peu du rappel au règlement cette fois. Véritable Allez. honte! Ah bah vous noterez que soudainement, le président Chenu est beaucoup plus tatillon sur le respect du règlement. Un hasard, bien entendu. La France Insoumise a annoncé, suite à cela, saisir le bureau de l'Assemblée. Ce sera le 18 février prochain pour sanctionner ses propos. Les députés insoumis ont également pu trouver du soutien dans les rangs de la gauche, notamment celui de Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste et social, la socialiste Colette Capdevieille ou encore de la communiste Elsa Faucillon. Et face à tout ce tumulte, craignant de perdre trop de temps sur leur niche parlementaire, le LR Xavier Breton a demandé au président de séance, Sébastien Chenu donc, d'appliquer plus strictement le règlement afin de limiter les prises de parole de la gauche, évidemment. On rappelle que les niches parlementaires durent seulement une journée et peu importe le nombre de textes examinés ou l'avancée des débats. Stratégiquement, pour le groupe à l'honneur, il est donc important que les débats se déroulent efficacement pour examiner le plus de textes possible et donc avoir le plus de chances d'en voir adopter d'ici la fin de la journée. Ici, la sortie de Jacobelli, même si elle est probablement partagée sur le fond par LR, faut pas se leurrer, elle ne fait pas vraiment les affaires du groupe de droite républicaine. La gauche, quant à elle, ne s'est évidemment pas gênée pour multiplier les rappels au règlement et exiger des suspensions de séance dès ce premier texte, dont l'examen a duré à lui seul plus de 4 heures. Mais il y en avait évidemment d'autres au programme, et notamment fondés sur une débauche d'islamophobie, on ne se refait pas. Le 5e texte de la niche, en tout cas celui qui était prévu en 5e position, a des visées féministes, si on écoute LR, évidemment, ces grands défenseurs des droits des femmes, sauf éventuellement quand il s'agit de mettre fin à une grossesse non désirée, évidemment. Il s'agit d'une proposition de loi pour interdire le voile pour les mineurs dans l'espace public. Alors ça, c'est une marotte de Laurent Wauquiez, le président de groupe. C'est censé être le climax de la journée, le clou du spectacle. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas si les parlementaires auront le temps d'arriver jusque-là. Ça aussi, l'ordre des textes, c'est un choix stratégique. Ici, le groupe LR a anticipé en amont le tollé provoqué potentiellement par cette proposition de loi, ce qui risque mécaniquement d'allonger les débats. Évidemment, la gauche est contre, mais ce texte n'est pas non plus très bien accueilli au centre, notamment chez Horizon, en raison d'un risque de non-conformité avec la Constitution. Bah oui, en effet, c'est la première fois qu'une seule religion serait désignée indirectement par une loi française. La loi de 2004, par exemple, interdisait les signes religieux ostentatoires, donc pour tous. Celle de 2010 prohibait la dissimulation du visage en général. Ici, c'est évidemment différent. Ça questionne quand même fortement la notion d'égalité devant la loi et de non-discrimination en raison de la religion notamment. Mais on le sait, l'objectif de LR, comme du RN, c'est de déplacer toujours plus la fenêtre d'Overton et évidemment de repousser les limites de l'acceptable avec ses propositions. Autre texte de la niche, il concerne les forces de l'ordre et, aux surprises, c'est carrément une proposition de longue date de Marine Le Pen. Moi, ce que je réclame, c'est la présomption de légitime défense pour les policiers. Les policiers sont mis en cause de manière systématique. Ils le sont d'ailleurs par des politiques, ce qui est encore plus grave. Quand on entend M. Mélenchon accuser la police d'être des assassins, quand il dit la police tue, bien entendu. Techniquement, la police a tué. Ce qui devrait les discréditer. Ce qui devrait le discréditer pour toute responsabilité politique d'importance entre nous. Les policiers ont le droit à la présomption de légitime défense. Ça veut dire que on renverse la charge de la preuve. Ça n'est pas à eux de démontrer, les policiers, qu'ils ont agi correctement dans la limite de la loi et dans la limite des règles d'engagement. C'est à ceux qui se plaignent des policiers de démontrer l'inverse. Les passes décisives sont décidément nombreuses entre ces deux parties. Ce texte, très controversé, vise à instaurer une présomption d'innocence pour les forces de l'ordre. Selon la députée PCF Elsa Faucillon, il s'agirait en fait d'entraver les poursuites pénales contre les forces de police et de gendarmerie
et d'absoudre les policiers auteurs de violences policières. Et effectivement, ce serait bien pratique. D'ailleurs, ça leur éviterait d'avoir à se coordonner pour réécrire l'histoire perpétuellement afin de s'innocenter eux-mêmes. Hier, sur le plateau de Toujours Debout, nous avons reçu l'avocat pénaliste Sedia Ba et le policier Anthony Caillé, secrétaire général du syndicat CGT Intérieur. Tous deux alertent sur cette proposition de loi, notamment parce qu'elle inverse la charge de la preuve. Désormais, ce serait au parquet et aux familles de prouver que les tirs policiers étaient légitimes. N'en déplaise à certains politiciens de droite ou d'extrême droite, ou de droite extrême, la police tue. Maintenant, est-ce que, et ça c'est le rôle de la loi et de la justice de le déterminer, est-ce que quand la police tue, c'est justifié ou non par les circonstances. Et là, en fait, on va dans un cas où c'est, on va dire, cette présomption de légitime défense, en fait, elle viendrait ajouter en fait un peu au flou qui permet, d'ailleurs ce flou il ne protège ni la population ni la police, parce que faut pas oublier quand même qu'à force de vouloir être populiste, on oublie que la légitime défense, ça protège la population pour que nous, en tant que citoyens, on ne puisse pas être tués n'importe comment, et ça protège également la police, parce que quand ils font usage d'une arme, immédiatement il y a une enquête qui est ouverte et qu'on puisse déterminer les circonstances et qu'on doive en justifier. Ça ne m'a jamais empêché de faire mon travail correctement, je pense que ça n'a jamais empêché l'immense majorité des policiers de faire leur travail correctement. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que cette modification qui est un marronnier, qui est effectivement, alors c'est vraiment l'extrême droite qui l'a matérialisé dans le cadre et qui l'a fait connaître, en tout cas il y a une grande publicité autour de ça dans le cadre des élections présidentielles, mais là on attaque véritablement une partie de l'état de droit, puisque c'est l'inversion de la charge de la preuve, et donc ça va être à la victime, ou en tout cas à la famille ou aux proches de la victime, de prouver qu'il y avait bien ou non légitime défense de la part de celui qui aura fait usage de la force publique, de façon ou non disproportionnée. Si aujourd'hui, on doit effectivement faire des lois d'exception à l'endroit des policiers, je considère qu'effectivement, on met à mal le contrat social. Et deuxième chose, ça ne va pas rendre service aux policiers. Ouais. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est hyper important. Moi, je veux alerter ici ce soir l'immense majorité des policiers qui pensent qu'avec ça, on va faciliter leur travail. Absolument pas. Vous l'avez dit d'ailleurs, la loi de 2017 qui a permis de libérer le tir, moi je peux vous garantir, je ne suis pas juriste, mais que quand ces affaires-là vont arriver devant la CEDH, je suis quasiment certain que la France sera condamnée. Et qui paiera les pots, le lampiste, ce ne sera pas le ministre de l'Intérieur, ce ne sera pas les préfets, ce ne seront pas les préfets, pardon, ce sera bien les policiers, ce sont donc les ouvriers du quotidien qui assurent la sécurité des personnes et des biens. Si ce débat vous intéresse, vous pouvez le retrouver en replay intégral sur notre seconde chaîne YouTube, Le Média 24/7. Et on continue avec les grandes idées de l'extrême droite portées par les Républicains pour leur niche du jour. Autre texte, autre horreur, et vous prendrez bien un peu de racisme, doublé d'un manque saisissant d'humanité fondamentale. L'une des propositions du parti de Bruno Retailleau prévoit qu'au-delà de 30 jours, les personnes en situation irrégulière, comprenez les sans-papiers, soit tout bonnement interdite d'hébergement d'urgence. Voilà. Concrètement, au bout d'un mois, on fout tout le monde dehors. Voilà. Et ça représente un paquet de gens parce que, pour se justifier, l'auteur de cette proposition s'appuie sur un rapport de la Cour des comptes qui établit que 60% des places disponibles dans l'hébergement d'urgence seraient occupées par des personnes privées de papier. Alors la droite vient d'inventer l'hébergement d'urgence jetable. Passé un mois, la solidarité arrive à expiration. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Vous pensiez que c'était bon, qu'on avait fait le tour, qu'on avait notre compte aussi de propositions crasses piquées à l'extrême droite ? Attendez, on n'a pas encore fait le tour. Il en reste 2 sur lesquels je veux attirer votre attention, gratinées elles aussi, et qui visent cette fois les militants et le droit de grève en France. Bah oui, parce qu'à droite, on n'aime pas trop ça, les grévistes, là, surtout ces feignants de cheminots qui prennent la France en otage tout le temps. Et LR a des propositions pour serrer la vis. Tout bête, limiter les mouvements de grève dans les transports à 30 jours par an. Voilà.
C'est pas compliqué. Je ne sais même pas vraiment pourquoi ils ne proposent pas d'interdire directement le droit de grève. Ça serait plus simple. Et puis on sait qu'ils en rêvent. Mais en attendant, la droite extrême a d'autres choses dans sa besace. Pour calmer la contestation populaire, elle propose de retirer les aides publiques, le RSA, les APL, aux personnes dites coupables d'exactions lors de rassemblements ou de manifestations. Et on sait tous que ça peut aussi représenter un paquet de personnes, vu que coller un sticker sur une vitrine en manif peut constituer une exaction. Voilà, les économies vont aller bon train. Ah oui, puis j'oubliais une petite cerise sur le gâteau. LR veut aussi s'en prendre au 1er mai. Vous savez, la fête des travailleurs, un jour chômé dans le Code du travail qui implique que les employeurs ne peuvent pas contraindre leurs salariés à travailler ce jour-là. Exception faite, bien sûr, des établissements ou métiers dits essentiels comme les hôpitaux, les transports publics, les forces de l'ordre, les médias, certains hôtels et la restauration. Ces secteurs bénéficient d'une dérogation, mais les salariés sont payés double ce jour-là. Évidemment, il est désormais question d'élargir ces dérogations, notamment au commerce. Les sénateurs, à majorité de droite, on le rappelle, ont déjà voté pour cet été. LR, à l'Assemblée, veut profiter de sa niche pour faire adopter la loi, ce qui permettrait de la mettre en œuvre dès le 1er mai de cette année, en 2026. Pratique tout de même. Et évidemment, tout le monde jure sur ce qu'ils ont de plus cher que ce n'est pas la première pierre à la remise en cause de l'exceptionnalité du 1er mai. Et on sait qu'on peut leur faire confiance. Dans le doute quand même, les syndicats préfèrent la méfiance. Ils voient dans ce texte une première brèche qui les inquiète et qu'ils comptent bien combattre. D'ailleurs, une manifestation a été organisée pour le dénoncer ce jeudi devant l'Assemblée. On n'est jamais trop prudent. Cette niche parlementaire, même si elle a été largement amputée de son contenu en raison des nombreuses tensions, rien que sur le premier texte, en dit long sur la ligne politique adoptée par les Républicains, ou plutôt plagiée sur l'extrême droite par les Républicains. Plutôt que de faire de la politique, LR n'a plus qu'une obsession, la survie. Ce parti est en complète perdition électorale, alors tout ce qui lui reste, c'est de courir derrière l'extrême droite en espérant en récupérer les électeurs. La radicalisation de LR n'est pas seulement idéologique, elle est aussi stratégique. En reprenant l'agenda du RN, il déplace un peu plus la fenêtre de l'acceptable, banalise des propositions qui auraient fait scandale il y a encore à peine quelques années et contribue à installer durablement l'extrême droite au cœur du jeu politique. Les Républicains ont tout singé, les obsessions de l'extrême droite, son vocabulaire, ses ennemis désignés et surtout ses méthodes et notamment la brutalité sociale. Derrière l'idéologie identitaire, il y a toujours le bon vieux logiciel libéral qui infuse aussi de plus en plus au RN. Alors c'est taper sur les plus précaires, rogner les droits sociaux, discipliner les travailleurs, criminaliser la contestation et évidemment sanctuariser l'autorité, qu'elle soit policière, patronale ou étatique. Moins de protection, plus de sanctions, moins de solidarité, plus de contrôle. Un État fort pour les faibles et faible avec les puissants. À l'Assemblée, LR a démontré qu'il existait néanmoins encore une différence avec le RN, la charte graphique. Et le Sénat a tranché, pas d'aide à mourir dans la loi sur la fin de vie. À l'issue d'une séance particulièrement agitée, hier, les sénateurs ont rejeté l'article 4 de la proposition de loi qui proposait la création d'une assistance médicale à mourir pour les malades dont le pronostic vital est engagé à court terme. Un revirement surprise puisque la ligne tenue jusqu'ici par la majorité sénatoriale militait non pas pour un rejet du texte, mais pour l'adoption d'un dispositif beaucoup plus strictement encadré. Une coalition portée par Bruno Retailleau s'y est totalement opposée via un amendement réécrivant l'article 4 pour remplacer cette assistance médicale à mourir par un droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance. Une partie de la gauche a d'ailleurs accusé certains sénateurs de rejeter le texte en raison de leurs convictions religieuses. L'hémicycle du Sénat est connu pour être dominé par la droite, dont
une partie est fortement engagée dans les mouvements conservateurs pro-vie qui ont notamment manifesté dimanche dernier pour s'opposer à l'aide à mourir. Un vote solennel sur l'ensemble de la proposition de loi reste prévu mercredi 28 janvier, mais il n'aura évidemment guère de sens car le texte a été vidé de son contenu. Avec la navette parlementaire, la proposition devra ensuite retourner à l'Assemblée où elle avait été adoptée en première lecture par 305 voix. C'était en mai dernier. Plus de 3 ans après l'affrontement explosif entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, le député LFI sur le plateau de Touche pas à mon poste, la justice vient de trancher. Mercredi, la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris a relaxé le député LFI poursuivi pour diffamation par Cyril Hanouna. L'animateur lui reprochait des propos tenus le 10 novembre 2022 lorsqu'il avait mis en cause Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal, et ses activités économique en Afrique, notamment au Cameroun, qu'il avait qualifié de pratique néocoloniale. Ce soir-là, Louis Boyard était invité pour parler à la base du navire humanitaire Ocean Viking. Très vite, le ton monte avec Cyril Hanouna, qui l'interrompt à plusieurs reprises comme à son habitude. En direct, la discussion dégénère, l'animateur multiplie les insultes, abrutis, tocards, bouffons, tout y passe. La séquence dure 7 minutes et 18 secondes. Louis Boyard finit par quitter le plateau sous les huées du public. Avant de partir, il accuse l'animateur Hanouna d'irresponsabilité et de contribuer à la montée du racisme en France, ainsi que d'empêcher toute critique de Vincent Bolloré sur sa chaîne. À la suite de cette séquence, 2 procédures judiciaires ont été engagées. D'abord, en février dernier, Cyril Hanouna est condamné pour injure publique envers un député à 4 000 € d'amende et 3 000 € de dommages et intérêts, une décision dont il a fait appel. Dans le même temps, l'animateur attaque Louis Boyard pour diffamation. Il réclame quant à lui 50 000 € de dommages et intérêts et le remboursement de ses frais d'avocat, affirmant que cette séquence a gravement porté atteinte à son image, d'autant plus que l'Arcom inflige à la suite de la séquence à C8 une amende de 3,5 millions d'euros. Mais malgré ses larmes de crocodile, le tribunal n'a pas suivi Hanouna, les juges estimant que les propos de Louis Boyard relèvent du débat politique et de la liberté d'expression d'un élu et non de la diffamation pénale. À la sortie de l'audience, l'avocate du député salue une victoire importante pour la liberté de parole sur les plateaux de télévision. Louis Boyard, lui, parle d'un score provisoire de 2-0. La bataille judiciaire n'est pas totalement terminée. L'appel de Cyril Hanouna sera examiné début février. 9, c'est le nombre de condamnations de la France par la CEDH pour les conditions indignes imposées à ses prisonniers depuis 2013. Ce jeudi, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe a de nouveau dénoncé l'état des prisons françaises. Il met en garde dans un rapport contre une évolution des prisons en entrepôt humain. Le document se base sur la visite d'une délégation du comité au sein de 3 prisons françaises et un établissement pénitentiaire pour mineurs. Ils ont eu lieu fin 2024. La délégation avait recueilli alors les allégations crédibles de violences physiques, des claques et coups portés aux détenus. Le rapport évoque également une situation particulièrement préoccupante à Fresnes, avec des conditions d'incarcération dites indignes, notamment des cellules humides, insalubres, avec la présence de rats, de cafards ou encore de punaises de lit. Le rapport déplore de façon plus générale le régime d'activité assez pauvre des prisonniers qui passent près de 20 heures par jour en cellule et encore davantage le week-end. Un manque encore plus criant est observé dans les quartiers pour mineurs où l'enseignement se limite souvent à 1 à 2 heures par jour. Dans leur réponse contenue dans le rapport, les autorités françaises disent leur intention de renforcer la formation dispensée aux forces de l'ordre et s'engagent à réaliser des travaux ou des améliorations des conditions matérielles. Début janvier, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit vouloir vaincre la surpopulation carcérale, notamment en construisant des prisons, pas en régulant le nombre de détenus évidemment,
également une démarche contraire aux recommandations de la CPT, qui est fermement convaincue que la construction de nouveaux lieux de détention ou l'augmentation de la capacité des prisons ne constitue pas une solution durable au problème de surpopulation. Selon les chiffres officiels, il y avait un nombre record de plus de 86 000 détenus pour plus de 63 000 places de prison en France au 1er décembre 2025, soit un taux d'occupation globale de 136,5%. C'est un nouveau retournement de situation pour le Groenland. Ce matin, à Davos, Donald Trump a surpris la communauté internationale en annonçant avoir trouvé le cadre d'un futur accord sur le Groenland. Après des semaines de déclarations agressives, on en parlait hier dans le récap, le président américain s'est félicité subitement d'une réunion très productive avec le secrétaire général de l'OTAN. C'était dans un message posté sur son réseau social. Dans les faits, le contenu de cet accord reste flou. Répondant aux questions des journalistes, Donald Trump est resté vague. Il a refusé de préciser si le compromis en discussion donnait aux États-Unis la possession du territoire autonome danois, comme il l'a déjà exigé à de multiples reprises. Concernant une potentielle acquisition financière, Donald Trump a affirmé qu'il ne serait finalement pas question d'argent dans les négociations concernant cet accord. Sur la base de cette entente, le dirigeant américain est revenu sur sa menace concernant les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Une annonce évidemment accueillie avec soulagement du côté de Wall Street et des marchés boursiers. Au sujet de cette rencontre, le chef de l'OTAN s'est montré, lui, beaucoup plus prudent, déclarant à l'AFP qu'il restait, je cite, beaucoup de travail. Il a aussi affirmé que la prise de contrôle du Groenland par les États-Unis n'avait pas été abordée lors de ces discussions. Plus tard dans la journée, Donald Trump présidait également la cérémonie de lancement de son Conseil pour la paix, entouré d'une trentaine de pays qui ont accepté de participer, parmi lesquels l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte ou encore Israël. Il est apparu tout sourire pour signer la charte fondatrice de cette organisation qu'il a créée et dont il s'est autoproclamé le président. Lors de cette même prise de parole, Trump s'est félicité d'un premier succès concernant Gaza, évoquant le projet de démilitarisation de l'enclave palestinienne. On peut faire plein d'autres choses une fois que ce conseil sera complètement formé. On pourra faire ce qu'on veut et on le fera en coordination avec les Nations Unies. J'ai toujours dit qu'ils avaient un très grand potentiel. Le Conseil de paix n'est pas un plan de l'ONU, a réagi le porte-parole des Nations Unies, rappelant Donald Trump était autorisé par le Conseil de sécurité à agir exclusivement pour ses travaux à Gaza. Ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde, ni la France ne font en revanche partie de cette nouvelle organisation. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez l'envie et la possibilité de nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.